Bonjour, je m'appelle Annie Gaudreau et je suis étudiante en économie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, soit l'empreinte matérielle ou plus précisément la manière dont notre système économique actuel est non durable et quelles sont les actions possibles pour changer la situation. Je vais donc commencer par une petite mise en contexte. L'année dernière, le gouvernement du Québec a implanté le système de consignation et élargi la consigne des contenants de plastique, de carton et de verre. Il s'agissait d'une action forte du gouvernement qui prenait conscience du problème de la gestion des déchets qui devenait plus importante avec les années. La communauté métropolitaine de Montréal est un exemple fort puisqu'il prévoit que d'ici 2033, la capacité d'enfouissement des déchets sera atteinte. La question n'est pas seulement comment mieux gérer les déchets, mais aussi quels sont les impacts de ces déchets, comment les produisons-nous, pouvons-nous améliorer les moyens de production, mais surtout consommons-nous au-delà de nos capacités. Donc, il s'agit des questions que nous tenterons de répondre ici. La problématique ici, c'est que la production des biens et des services utilise une quantité de matière supérieure au produit lui-même, ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on calcule les impacts des produits. La conception des produits dans l'objectif de faire des profits mène aussi à une consommation élevée qui est supérieure aux besoins réels de la population, qui n'aurait pas nécessairement besoin d'avoir un nouvel iPhone à chaque année et qui n'a pas besoin de tous ces changements. Ici, on va se poser la question de quel est le sujet de la présentation. Donc, qu'est-ce que l'empreinte matérielle? Il s'agit de la quantité de tonnes de ressources nécessaires pour la production d'un bien. Il s'agit ici de pouvoir comparer le poids physique d'un objet à la quantité de ressources nécessaires pour produire ce bien. Le but est de sensibiliser à l'impact des biens et à la disponibilité des ressources disponibles. Il ne faut pas le confondre avec l'empreinte carbone qui mesure les émissions de CO2 et qui ne prend donc pas en compte tout ce qui est nécessaire pour la production d'un bien. Il existe plusieurs raisons de se préoccuper de l'empreinte matérielle. D'abord, le simple fait de sa croissance rapide au cours des 2 dernières décennies. Entre 2000 et 2017, l'empreinte mondiale a augmenté de 70%. Donc il s'agit d'une hausse très importante. Au Québec, en 2024, l'empreinte québécoise était de 32 tonnes par personne, un chiffre largement supérieur à la quantité recommandée de 8 tonnes recommandée par Beaucaire en 2023. En plus, la quantité phénoménale de ressources impliquées, l'empreinte matérielle est aussi responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre. L'empreinte matérielle a donc des impacts sur les limites planétaires qui sont déjà largement dépassées dans le cas des changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, le changement d'affectation des terres, l'altération du cycle de l'azote, la pollution chimique, l'utilisation de l'eau douce et l'acidification des océans. Donc cette année, on a même dépassé une 7e limite planétaire sur les 9 limites planétaires. Donc il reste encore certaines limites planétaires qui ne sont pas dépassées, telles que l'ozone stratosphérique et la disposition des aérosols. À présent, voyons quelques indicateurs intéressants qui permettent de mieux comprendre la situation du Québec et du Canada. En visitant le site de l'OCDE, il est possible de trouver la consommation de matière par habitant par pays. De manière assez surprenante, le Canada obtient la consommation la plus élevée et 3 fois plus élevée que la moyenne de l'OCDE. La question à se poser est ici, pourquoi le Canada consomme plus de matière que les autres pays? Une hypothèse vient du fait que les industries sont prises en compte dans le calcul et que le Canada a des industries qui nécessitent plus de matière. Mais elle n'explique pas totalement la question qui est pourquoi la différence est aussi grande. Une autre hypothèse serait la grande quantité de gaspillage dans le pays. Le gaspillage alimentaire au Canada est aussi un exemple important de surconsommation. Chaque année, 2,2 millions de tonnes d'aliments comestibles sont gaspillés par année à travers les différentes étapes de production et de consommation. Il s'agit d'une perte globale de 17 milliards de dollars et cette nourriture gaspillée nécessite des ressources qui pourraient être utilisées à d'autres fins. Par exemple, 1,4 milliard d'hectares de terre pourraient être réaffectés à d'autres usages et l'utilisation de l'eau potable utilisée à des fins d'agriculture diminuerait d'un quart. Donc ici, on peut voir dans le tableau de Recyc Québec, donc quels aliments sont surtout gaspillés et on peut voir que les légumes et les fruits sont les grands aliments gaspillés. Donc, il s'agit de prendre conscience du fait qu'on a beaucoup de gaspillage au Canada.
Ici, j'aimerais comparer la productivité de matière et la consommation de matière. La productivité des matières permet de déterminer combien une tonne de matière permet de produire en termes de valeur monétaire. Sur le graphique, elle est représentée en bleu. Depuis 2016, au Québec, celle-ci subit une diminution de valeur pour diminuer de 259,20 tonnes et atteindre un point le plus bas à 1679,50 par tonne en 2021. Donc, il s'agit de son plus bas niveau parmi les données disponibles. Pendant cette même période, la consommation de matière, représentée en vert sur le graphique, a augmenté à un niveau jamais atteint en 2021. Ce qui démontre du fait que le Québec consomme de plus en plus, tandis que la valeur de la matière diminue. Avec les derniers indicateurs, il est possible de se poser des questions. Pourquoi le Canada consomme-t-il plus de matière que les autres pays? Pourquoi gaspillons-nous autant de nos ressources? Pourquoi les matières perdent en productivité monétaire? Le problème vient de la facilité à se procurer des biens, mais aussi de la mauvaise utilisation de ceux-ci. Est-ce que l'empreinte matérielle québécoise est viable à long terme? Comment la mesurer? La mesure du panier de consommation, plus souvent appelée MPC, fait une estimation des biens et services nécessaires à la vie pour une famille de 4 personnes. Surtout utilisée pour mesurer le seuil de pauvreté, elle est utilisée ici dans l'étude de Beaucaire afin de mesurer la viabilité de l'empreinte matérielle québécoise selon notre mode de vie. Elle utilise le niveau de consommation dit nécessaire et le compare à la quantité recommandée de 8 tonnes par personne. Dans l'étude, elle répartit les dépenses selon 5 catégories, soit l'alimentation, l'habillement, le logement, le transport et les autres dépenses. Le tableau suivant montre un résumé des résultats de recherche de l'IRIS en 2023 en tonnes. Le plus notable reste la différence entre l'empreinte matérielle et le poids physique du secteur du vêtement. Dans ce secteur, près de 29,5 fois plus de tonnes sont nécessaires à la production d'un vêtement. Autre comparaison intéressante, la différence de poids physique et l'empreinte matérielle de l'alimentation, dont il faut 6 fois plus de matière pour produire un aliment en moyenne. Même sans comparaison entre le poids physique et l'empreinte matérielle, le secteur du transport est intéressant. Il démontre une grande différence entre l'empreinte matérielle pour les personnes habitant en ville et dans les régions. En région, l'empreinte matérielle est de 7,6 tonnes, alors qu'en ville, ce nombre est de 4,6 tonnes. Les régions nécessitent en effet plus de déplacements de longue durée et l'accessibilité des transports en commun. Le tableau suivant montre une comparaison entre l'empreinte matérielle souhaitée par secteur et l'empreinte actuelle. Pour le logement, les objectifs sont proches d'être atteints. Sauf que pour la majorité des secteurs, l'écart en tonnes varie entre 0,6 à 5,57 tonnes, le secteur ayant le plus grand écart étant le transport en région. Plusieurs solutions sont suggérées pour réduire les écarts dans l'étude. Par exemple, pour les transports, il est suggéré d'augmenter l'accès aux transports en commun, une meilleure planification des villes et les réglementations sur les véhicules. En alimentation, une mesure serait la planification de circuits courts et pour la consommation courante, il serait plutôt recommandé de faire des réglementations à la production. Les logements devraient quant à eux recevoir des investissements en efficacité énergétique et finalement les emballages pourraient introduire de l'écofiscalité selon la production des déchets. Notre mode de consommation est-il durable? La précédente étude de l'IRIS, présentée dans la diapositive précédente, a utilisé le panier de consommation et l'empreinte matérielle des secteurs pour déterminer que les Québécois, pour remplir leurs besoins minimaux, ont une empreinte matérielle de 16 à 18 tonnes. On surpasse la valeur scientifique souhaitée pour une consommation durable de 8 tonnes. Il s'agit même du double. Notre consommation actuelle n'est donc pas durable actuellement et il existe plusieurs actions possibles pour renverser ce problème. L'économie circulaire est souvent vue comme une solution pour atteindre la consommation responsable. Elle vise à revoir la manière de produire et de consommer afin de diminuer la consommation, augmenter la durée de vie des objets, réparer les objets, les réutiliser et les recycler de manière responsable. Pour cela, il faut revoir chaque étape de la production en passant par le choix des matières premières, la conception, la production, la distribution, la consommation, la collecte et le recyclage, afin de créer une boucle où les matières peuvent être réutilisées presque à l'infini. En ce moment, l'économie du Québec est circulaire à 3,5 %, un niveau inférieur au niveau mondial
qui est de 7,5 % et souligne le chemin qu'il reste encore au Québec à parcourir. Recycle Québec estime que favoriser l'économie circulaire permettrait de diminuer l'impact du changement climatique qui est présentement de 1041 % au-dessus de la limite à seulement 578 % au-dessus de la limite. Il s'agirait donc d'une diminution très importante. L'économie circulaire a cependant des limites puisqu'elle implique une grande collaboration entre les secteurs et beaucoup de recherche. Chaque personne peut cependant collaborer à rendre la consommation plus responsable et circulaire. Individuellement, plusieurs options sont possibles pour gérer efficacement son empreinte matérielle, telles que la meilleure gestion des déchets, par exemple à l'aide du tri ou encore de manière plus difficile, repenser sa consommation globalement. Cela demande cependant un plus grand changement dans les habitudes de vie, par exemple diminuer l'usage de plastique, acheter localement, acheter des produits de seconde main, fabriquer ses propres objets et acheter en vrac. La réduction de la consommation de biens, de viande et de voitures en sont un très bon exemple. Le but est ici de prendre conscience des impacts de production pour mieux consommer. Les entreprises ont un grand impact sur la conception des produits. Les entreprises devraient donc choisir avec soin les matériaux utilisés et concevoir un produit qu'il est possible de réparer et de garder durant une longue période. Pour cela, les entreprises doivent s'assurer de fournir des pièces de rechange nécessaires pour réparer leurs produits. De manière plus globale, les entreprises doivent être plus transparentes sur les impacts de la production de leurs produits afin que les consommateurs puissent trouver les produits qui leur conviennent. Les autorités telles que les gouvernements de grande responsabilité doivent prendre en compte le bien-être de la population tout en favorisant le commerce. Parmi ces options, pour favoriser une consommation plus responsable, il y a les normes de contrôle qui peuvent être utilisées pour encadrer les invendus ou encore la lutte contre l'obsolescence programmée qui a récemment été implantée au Québec. Elles peuvent aussi mettre en place des incitatifs comme des subventions pour acheter des véhicules électriques ou encore des taxes pour décourager les pollueurs. Les autorités ont aussi le rôle d'agir en vecteur de changement en favorisant la durabilité, par exemple avec des infrastructures qui vont durer dans le temps et qui seront plus facilement réparables. Cette année marquait la 15e édition du baromètre de la consommation responsable de l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQAM. Dans celui-ci, les changements de mentalité, les acteurs de changements environnementaux et des solutions sont suggérés. En 15 ans, les mentalités ont changé et les actions environnementales ont augmenté. Le changement le plus important est la montée de la popularité du compostage qui a augmenté de 25,3 points de pourcentage depuis 2010. Il s'agit donc d'un très grand changement de mentalité qui démontre de l'envie de mieux gérer ses déchets. Puis la déconsommation qui a augmenté de près de 10 points de pourcentage est aussi un gros changement. De manière plus récente, la redistribution, c'est-à-dire les dons et la seconde vie des objets, la mutualisation, dont le partage d'objets deviennent plus populaires. D'autres solutions moins populaires sont plus difficiles à pratiquer et fluctuent dans le temps, telles que l'achat local et social, qui dépend souvent de la situation économique. Donc, par exemple, lors des périodes d'inflation, les gens vont surtout valoriser les objets qui coûtent moins cher pour pouvoir mieux rentrer dans leur budget. Il existe cependant plusieurs défis à surmonter, tels que l'éco-fatigue, qui consiste à un désintérêt de la population face à la cause environnementale, causée par une trop grande quantité d'informations. Les consommateurs ont aussi de la difficulté à se priver de certains plaisirs pour moins consommer. Il est facile de se désengager face à l'ampleur du défi et des changements à apporter. Le besoin d'équilibre entre les besoins des entreprises et la population est aussi difficile à gérer. Les compromis ne satisfaisant pas toujours la population et les entreprises qui perdent confiance dans les institutions. Pour conclure, j'aimerais rappeler l'importance de mieux produire et consommer pour la population. Déjà 7 des 9 limites planétaires sont dépassées et témoignent des impacts de notre consommation. Le Canada est le pays qui consomme le plus par habitant selon les données de l'OCDE. Il s'agit donc d'un sujet qui devrait particulièrement nous toucher et dont il faudrait prendre notre responsabilité. L'empreinte matérielle actuelle est trop élevée, et ce même en couvrant seulement nos besoins de base. Chaque individu, entreprise et autorité a son rôle à jouer si certains changements de mentalité sont observés, tels que l'arrivée du compostage, ils ne sont pas suffisants pour renverser la situation. Plusieurs défis rendent difficiles les changements nécessaires, tels que l'ampleur du problème
et le désengagement de la population. Je vous remercie d'avoir écouté ma présentation et je vous invite à aller voir mes sources qui ont servi à faire ma présentation si vous avez un intérêt à approfondir le sujet. Les sources seront aussi disponibles dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller les voir. Merci encore d'avoir écouté ma vidéo et passez une bonne journée.